pour une nouvelle conférence en ligne organisée par les techniques de l'ingénieur. La session d'aujourd'hui durera environ 1 heure avec une partie présentation et une partie questions qui suivra la présentation. Vous avez été nombreux à nous envoyer des questions par mail en amont de cette conférence et nous les traiterons dès la fin de la présentation. Deux petites précisions techniques pour démarrer. La conférence d'aujourd'hui est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver sur le site des techniques de l'ingénieur dans l'espace actualité dès la semaine prochaine. Vous avez également la possibilité de poser des questions via l'interface GoToWebinar dans la zone questions. Donc je vous invite fortement à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête pendant cette présentation et nous y répondrons dans la séance questions à la fin de cette présentation. Si vous rencontrez des problèmes de son ou d'image ou n'importe quel problème, dites-le nous via cette interface questions et nous essaierons d'y remédier le plus rapidement possible. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est consacré à la norme ISO 9001 version 2015. Pour animer cette conférence et la présenter, nous avons le plaisir d'accueillir Oleg Kowaleski. Bonjour Oleg. Oui, bonjour, bonjour à tous. Vous êtes depuis 20 ans accompagnateur sur les parcours qualité en entreprise et fondateur du groupement de consultants performance qualité TPE. Je vous laisserai vous présenter un peu plus largement juste après. Juste avant de D'accord. commencer, je vous rappelle que les techniques de l'ingénieur vont diffuser dès la semaine prochaine un livre blanc consacré à la norme ISO 9001 version 2015 réalisé par Monsieur Kowaleski, qui sera disponible donc dès la semaine prochaine en téléchargement gratuit sur le site des techniques de l'ingénieur. Vous pouvez également retrouver dans les bases documentaires la fiche pratique ISO 9001 système de management de la qualité et des exigences, également réalisée par Oleg Kowaleski. Voilà, j'en ai fini. Oleg, je vous laisse la parole et bonne présentation à tous. On se retrouve juste après pour les questions. Ok, merci Pierre. Oui, rebonjour à tous. Merci de votre participation à cette présentation. Bon, j'ai pas forcément beaucoup l'habitude de parler à un écran, surtout quand il y a plus de 200 personnes derrière. Mais bon, donc vous étonnez pas si des fois euh, il m'arrive de bafouiller un petit peu. C'est l'émotion. Je pense que Pierre a dit l'essentiel concernant qui je suis. Donc, juste quelques précisions. Effectivement, j'interviens, je fais du conseil en organisation et qualité depuis 1997. J'interviens également en formation et en audit. Bon, j'en profite. Normalement, il y a quelques personnes, quelques apprenants qui sont là aujourd'hui, donc je les salue. Pierre a également évoqué le livre blanc, donc je reviendrai pas dessus, donc en téléchargement gratuit, qui est en lien direct avec cette présentation dans la mesure où il détaille ce qu'aujourd'hui on va voir peut-être un peu rapidement. Pierre a également mentionné le fait que je suis initiateur de la création du groupement de consultants performance qualité TPE PME. Et je Donc nous sommes quelques détails, nous sommes aujourd'hui une vingtaine de consultants répartis sur le territoire français et l'idée étant de pouvoir mailler et de se retrouver, de pouvoir assurer des prestations à proximité de nos clients. J'en profite aussi pour remercier les collègues qui ont pu se rendre disponibles et qui sont là aujourd'hui, comme quelques autres amis et quelques membres de la famille. Euh, voilà, donc pour planter un petit peu le décor, cette présentation va parler un peu d'ISO 9001-2015, mais davantage de mise en place de systèmes de management de la qualité, bien sûr en lien avec le référentiel. Alors comme vous le savez sûrement, le management par approche système n'est plus un des principes de management de la qualité. Il y en avait 8, on est passé à 7. Pour autant, cette question de système reste prégnante et dans les entreprises, on se pose à chaque fois la question comment constituer un système de management de la qualité qui soit pertinent pour l'entreprise, pour ses clients, qui soit cohérent aussi pour qu'il fonctionne bien et maintenant notamment qu'il soit performant, en tous les cas qu'il soit performant par lui-même et qu'il accompagne la performance de l'entreprise.
Donc en fait, je me suis dit là tout récemment, le titre de la conférence, du webinaire était déjà donné, mais je me suis dit que j'aurais pu tout aussi bien intituler cette présentation. Mais où est donc passé le huitième principe, ou en faisant plus littéraire, à la recherche du système perdu. Alors bon, c'est un petit peu humoristique, mais l'idée étant effectivement que cette question de moindre attention, en tous les cas par le référentiel sur le management par approche système, n'est pas forcément la meilleure idée qu'ils aient pu avoir. En ce qui me concerne, ce que je vais vous présenter, ce ne sont pas que des spéculations intellectuelles. Ce sont des choses qui, je regarde ma montre aussi, j'ai oublié de déclencher le chronomètre pour pas dépasser. Ce ne sont pas que des spéculations intellectuelles. C'est une méthode euh, de construction de systèmes de management de la qualité qui existe, qui est mise en place dans une dizaine d'entreprises aujourd'hui et qui fonctionne, qui donne satisfaction. Des entreprises dans le secteur de l'industrie, dans le secteur service et même des entreprises ou des organismes de services publics. Donc en tout, il y a bien une dizaine. Certaines sont certifiées ISO 9001-2008, d'autres ont déjà basculé à la version 2015. Donc ce que l'on va voir ensemble, c'est ce que je pratique aujourd'hui. Donc je vous invite très librement à utiliser les choses qui vous intéressent sans aucun souci. Et puis, bien sûr, je serai très ravi de pouvoir répondre à des sollicitations si vous souhaitez être accompagné ponctuellement ou plus largement. Et mes collègues du groupement Performance Qualité TPE PME seront ravis également. Pierre a précisé le timing, donc à peu près 45 minutes de présentation, et puis ensuite des questions. Donc voilà le sommaire, voilà ce dont on va parler. Se rappeler les objectifs de la révision 2015, examiner ou parcourir, évoquer quelques exigences particulières sous la bannière de l'ouverture et de la personnalisation des SMQ, qui sont dans le titre de la présentation. On fera également un zoom sur la notion de performance qui illustre l'orientation résultat forte de la version 2015 par rapport aux versions antérieures, et ça nous donnera l'occasion aussi d'évoquer d'autres exigences de l'ISO 9001 portant sur l'évaluation, sur le rôle de l'humain, sur le leadership. Enfin, nous terminerons par quelques conseils de mise en œuvre, soit dans le cadre d'une mise à niveau d'un système qualité, soit dans le cadre carrément de la mise en œuvre pour la première fois d'une démarche qualité. Alors en faisant ça, je serai amené à vous présenter les principaux éléments constitutifs des systèmes qualité que je déploie dans les entreprises, donc la construction du système par lui-même, et ces éléments, j'ai un petit souci, non, voilà, hop, je vais faire arriver un par un. Donc le premier élément, c'est l'approche processus, rien de nouveau. J'y rajoute la notion de personnalisé, c'est-à-dire les processus personnalisés, on détaillera ensemble en quoi ils sont personnalisés. J'intègre en deuxième pilier les métiers, donc les personnes au travers de leur métier dans l'entreprise. Et puis enfin, tout ce qui tourne autour du pilotage, des instances de pilotage et de décision dans l'entreprise. Voilà les trois éléments constitutifs des démarches, des systèmes qualité que je mets en œuvre dans les entreprises, autour duquel ensuite viennent se greffer les différents autres éléments de rang inférieur et qui peuvent répondre à toutes les exigences du référentiel. Donc en ce qui concerne les objectifs de la révision ISO 9001-2015, j'en ai repris quelques-uns là qui émanent du TC 176.
ils ont une incidence aussi sur nos SMQ, nous, dans les entreprises, que l'on soit responsable qualité, directeur ou consultant. Et par exemple, le premier, eh bien, nous indique que effectivement, ce référentiel, on va travailler avec lui pendant 10 ou 15 ans encore. Hein, c'est le laps de temps entre deux révisions importante du référentiel. La précédente, c'était en version 2000. Aujourd'hui, nous sommes en 2015. Donc, il y a toutes les chances que la version 2015 nous accompagne pendant encore 15 ans. Enfin, certains d'entre vous, peut-être que en ce qui me concerne, dans 15 ans, j'aurai peut-être pris ma retraite, j'espère mériter. Mais en tous les cas, le référentiel, lui, restera là. Comme c'est parti pour durer, ben, ça vaut le coup, je pense, de réfléchir un petit peu dans les entreprises avant de se lancer, d'établir un plan d'action vite fait. Donc, puisqu'on va l'utiliser pendant un certain temps. Les évolutions sociétales, managériales, ben, ça indique aussi que nos SMQ doivent aussi être perméables à ces évolutions et éviter de faire des SMQ qui ressemblent plus à des forteresses que à quelque chose d'ouvert. Également qui ne ressemblent pas à des lettres de la loi comme les 10 commandements gravés dans le marbre. Donc cette notion de perméabilité, d'ouverture à l'environnement. La lisibilité qui est effectivement souhaitable au niveau de l'ISO peut être également transposée dans nos systèmes dans la mesure où parfois on constate que tout le monde dans l'entreprise n'a pas une compréhension claire de ce qu'est le système qualité, de ses composantes, etc. Bon, là, chacun applique ce qu'il croit comprendre, mais je pense qu'il y a également des efforts et des progrès à faire de ce côté-là. Quant à la variabilité, la prise en compte de la variabilité des contextes, qui est une caractéristique plus forte aujourd'hui que dans les décennies passées, ça nous invite aussi au niveau des systèmes qualité à les construire de manière à ce qu'ils soient adaptatifs, voire auto-adaptatifs, et en tous les cas flexibles. Et puis ensuite vient la question de la confiance. C'est un maître mot en qualité, c'est évident. Et nos systèmes, nos démarches qualité, nos systèmes qualité doivent effectivement aussi renforcer la confiance que les clients et les autres parties intéressées peuvent avoir dans l'entreprise de manière générale, et puis la confiance aussi dans la capacité à fournir des produits conformes à leurs attentes. Quant à l'unification des normes, ça invite, on sait qu'ils sont allés assez loin à l'ISO là-dessus, puisque toutes les normes de système de management sont maintenant articulées, architecturées de la même façon. Ça peut inviter aussi dans les entreprises à rapprocher, voire intégrer les différents systèmes qualité, sécurité, environnement existants. Donc voilà, tous ces objectifs, avec une certaine déjà ouverture, des horizons, plus d'horizons que précédemment, mais néanmoins avec la réaffirmation que l'ISO 9001 reste un référentiel centré, dont le domaine d'application est centré sur les produits et services, leur conformité, la qualité et également la satisfaction client avec leur accroissement. Donc, en cohérence avec ces objectifs, on peut identifier quelques exigences nouvelles du référentiel qui se regroupent et qui illustrent ces notions d'ouverture et de personnalisation du SMQ. Par exemple, le contexte externe, la compréhension de l'entreprise, le contexte externe et interne, la prise en compte des enjeux et des risques globaux, l'ouverture aux parties intéressées, à leurs besoins et attentes. Là, c'est plus de la personnalisation, le fait qu'il y ait une exigence d'articulation du SMQ à la stratégie de l'organisme et d'un côté, et également un enracinement marqué dans les processus métiers de l'autre. Également personnalisation dans la prise en compte des risques au niveau des processus pour leur définition et pour la définition des moyens de maîtrise, l'ouverture aux opportunités,
global en termes de création de valeur, mais plus technique peut-être ou organisationnel en matière d'amélioration. Ouverture aussi et personnalisation, finalement les deux, sur la répartition des responsabilités liées au management de la qualité dans l'organisme, avec en filigrane la suppression de l'exigence de nomination d'un représentant de la direction qui aurait des missions bien définies et identiques, quelles que soient les entreprises. Donc du coup, il y a le choix qui est laissé aux entreprises, aux directions, de répartir ces responsabilités de la façon qu'elles souhaitent. Une ouverture aussi plus grande sur les facteurs humains, notamment au travers de l'introduction de l'exigence sur les connaissances, le fait de parler de reconnaissance, d'encouragement, bon, comme on le détaillera un peu plus loin. L'ouverture aussi à l'innovation, y compris organisationnelle, et puis ouverture et personnalisation sur tout ce qui concerne la documentation, dont les exigences ont été largement allégées. Donc parmi ces exigences, il y en a deux qui m'ont particulièrement, deux ou trois qui m'ont particulièrement aidé ou incité à réfléchir dans le cadre de la mise en place de la démarche de système de management de la qualité de ma méthode finalement. Il s'agit de tout ce de l'articulation à la stratégie et au processus métier et puis de l'introduction des risques et des opportunités. Donc si on prend le premier, cet ancrage stratégique, finalement, on peut le représenter de la façon suivante. L'entreprise qui est dans un environnement donné, un environnement direct, et il y a un environnement un peu plus large aussi, avec des enjeux donc globaux, comme c'est indiqué, confiance, pérennité, et puis des enjeux directement liés à l'entreprise, donc liés à son contexte externe et interne. Et de tout ça, avec également les parties intéressées concernées, pertinentes, comme dit le référentiel, et de tout cela, l'entreprise la direction est amenée à identifier, à définir une stratégie, et ensuite à procéder à un alignement de tout cela, de la stratégie, la politique des objectifs, du SMQ et de leur processus, et également des ressources. Et cet alignement, comme vous avez pu le lire peut-être déjà dans l'ISO 9000, est le fondement indiqué du principe de management intitulé leadership. Donc en fait, voilà, les exigences à ce niveau-là de l'ISO 9001 peuvent être comprises comme une volonté d'alignement d'un certain nombre de choses sur la stratégie de l'entreprise. Alors pour faire les moyens à disposition, qui sont plus ou moins évoqués dans l'ISO 9001, on peut les classifier à trois niveaux. D'une part, au niveau global, par la politique qualité, qui doit être cohérente par rapport à la finalité de l'entreprise, mais aussi, dit le référentiel, en soutien aux orientations stratégiques. On peut aussi être amené à se poser la question, est-ce que cet ancrage stratégique peut être aussi apporté par la structure même du SMQ et ses processus, par l'alignement des chaînes de valeur, et puis de manière plus opérationnelle, une stratégie peut se déployer et se déploie par des plans d'action à différents niveaux dans les services, les personnes, pour mener à bien les orientations fixées. Si on regarde au niveau des risques et opportunités, on retrouve aussi dans l'ISO 9001 ces trois niveaux. Donc le niveau global avec la prise en compte des enjeux, un enjeu c'est aussi en fait ce que l'on risque dans un jeu, que l'on peut gagner ou perdre. Donc parler d'enjeux ou parler de risques et opportunités globales, c'est un petit peu c'est la même chose, c'est un synonyme. On retrouve les risques au niveau des processus, c'est une exigence aussi, la prise en compte des risques et opportunités au niveau des processus et la mise en place des actions correspondantes. Et on le trouve aussi au niveau opérationnel,
même si le mot risque n'est pas directement employé dans le chapitre 8, on retrouve des périphrases qui rappellent le risque pour la conception avec les conséquences potentielles d'une défaillance. On peut derrière penser par exemple à des méthodes de type AMDEC. Pour la production, on retrouve la prévention de l'erreur humaine, c'est une démarche aussi risque, et on retrouve aussi les risques au niveau des fournisseurs ou comme on l'appelle, comme ils les appellent maintenant, les prestataires externes. Donc finalement, ces deux éléments amènent à montrer, déjà à introduire ces répartitions d'exigences suivant trois niveaux, global, processus et opérationnel, ou direction, processus et opérationnel. Et ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu le niveau processus pour justement introduire la méthode, l'élément que j'ai indiqué au début, qui est sur les processus personnalisés. Donc, en fait, cet élément-là, excusez-moi, j'ai des petits soucis pour l'animation. Ces éléments-là datent pas de la version 2015. La réflexion que qui a commencé en ce qui me concerne dans les années 2008, où des entreprises ont fait appel à moi pour me dire, ben voilà, on a un petit problème on a défini notre système qualité, on a une cartographie de processus. Cartographie qui résulte de l'introduction de la version 2000, l'approche processus en version 2000. Donc ça fait quelques années qu'on travaille avec, et puis notre entreprise, notre organisme a évolué, et la définition des processus nous bloque un peu, on s'y retrouve plus tout à fait. Mais on ne sait pas comment faire. On sait, voilà, est-ce qu'on a le droit de les changer? Si oui, comment? Etc., etc. Donc là, c'est les premières fois où j'ai été confronté à ce type de situation, où j'ai commencé donc à réfléchir à comment je pouvais répondre aux besoins de mes clients. Alors souvent, dans ce qui m'a été présenté à ces moments-là, les cartographies, en tous les cas pour les processus de réalisation que je représente là de manière schématique, parce qu'en général, il n'y a pas trop de soucis pour les processus support et les processus dits de pilotage. Donc, pour les processus de réalisation, ben, souvent les entreprises qui me consultaient avaient effectivement défini leur processus suivant ce modèle de type 1 qui relève d'une analyse fonctionnelle technique qui correspond aux différentes étapes chronologiques de réalisation des affaires et qui en plus correspond aussi au chapitre en version 2008, le chapitre 7, réalisation, et en version 2015, chapitre 8, où on retrouve la partie commerciale, la partie achat, la partie production, avec éventuellement, qui n'est pas représentée là, la partie conception et développement. Donc la question qui est posée aujourd'hui en version 2015 par rapport à ça, qui se pose, c'est dans quelle mesure une définition des processus de ce type va pouvoir soutenir la stratégie adoptée, la stratégie de l'entreprise. Alors, prenons un exemple. Si on imagine une entreprise qui fabrique qu'un seul type de produit, je sais pas, phare de voiture par exemple, effectivement, il n'y a qu'une seule ligne de produits, on fabrique que des phares. Donc la stratégie de l'entreprise, ça peut être à un moment donné d'optimiser, d'optimiser les coûts de production pour dégager, pour avoir le meilleur prix sur le marché et pouvoir remporter, prendre des parts de marché aux concurrents. On peut imaginer des choses comme ça. Auquel cas, cette cartographie de type 1 va probablement pouvoir accompagner et soutenir tout à fait de manière pertinente la stratégie. En revanche, si l'entreprise n'est pas une entreprise monoproduit, mais qui fabrique des phares de voiture, des bicyclettes, et puis peut-être des pieds pour mettre des appareils photo, donc des choses assez différentes,
pourquoi pas. C'est des exemples un peu loufoques, mais bon, c'est pour illustrer. À ce moment-là, il n'est pas évident que l'idée d'unification des processus qui est sous-tendue par cette présentation, unification processus commercial, unification processus achat ou appro, unification production, va pouvoir être compatible avec des lignes de produits différentes. Donc, c'est un peu la réflexion que je me suis faite à ce moment-là, en regardant ce qui se faisait dans d'autres entreprises. Et je me suis aperçu que dans certains cas, il était préférable de définir les processus suivant les lignes de produits. Donc là, un exemple réel d'une entreprise où on a identifié que finalement, ces affaires relevaient de deux types d'affaires différentes, des affaires de réalisation, vente, réalisation, conception de produits, enfin conception non, mais industrialisation oui, de produits spéciaux, donc des produits sur mesure, et puis par ailleurs également une gamme de produits standards qui, même si peut-être il y a des marges inférieures sur les produits standards qu'on peut avoir sur les produits spéciaux, en tous les cas il y a des récurrences qui peuvent s'établir et en optimisant là aussi les processus, ne serait-ce que de réalisation, on peut gagner en productivité et améliorer la situation. Et là, la stratégie de l'entreprise en question, ça peut être un développement sur ces deux axes-là, avec une proportion, un réglage entre les deux à définir et trouver les réglages optimums pour avoir la meilleure performance. Et puis enfin, on peut identifier aussi un troisième type de cartographie qui s'établit davantage où la différenciation se fait par segment de client plutôt que par ligne de produit. Et là, c'est aussi un cas réel où l'entreprise qui était partie d'une structuration, enfin d'un métier, d'un marché essentiellement axé sur les clients industrie, progressivement, notamment suite à la crise économique mondiale de ces dernières années, a perdu un petit peu de chiffre d'affaires et s'est retrouvé à être obligé de chercher des débouchés ailleurs. Et ils en ont trouvé pour le bâtiment, mais il a fallu apprendre aussi à travailler avec le bâtiment, dans les règles, enfin les règles qui sont en vigueur dans ce secteur-là. Qui ont des contraintes parfois différentes de l'industrie, notamment en termes de planification, parce qu'il y a plein de corps de métier à synchroniser, et c'est pas facile. Et puis également le fait que la production est souvent et quasi toujours un produit unique, ce qui n'est pas toujours le cas, qui n'est pas le cas avec les clients industrie où il y a une certaine récurrence. Donc des modes de fonctionnement différents. Et l'entreprise, quand elle a dû intégrer les affaires bâtiments dans une représentation de type 1, enfin dans une structuration de type 1, eh bien, a eu du mal à intégrer les affaires et ça a créé des frictions entre les personnes. Parce qu'ils visualisaient, pour eux, l'entreprise, c'était un processus notamment de production homogène où toutes les affaires devaient suivre le même fonctionnement. Et on a réussi à sortir de ces débuts de conflit en officialisant le fait que l'entreprise, dans son développement futur, devait apprendre à fonctionner suivant deux modes différents, un mode industriel et un mode bâtiment, et que la réussite passait par la capacité à switcher, à commuter de l'un à l'autre, et non pas à vouloir faire entrer tout dans le même moule. Voilà. Donc voilà un petit peu les éléments que j'ai développé depuis les années 2008-2009, notamment à travers ces approches processus. Alors, si on regarde de manière toujours dans la même lignée, voilà un exemple de cartographie de processus assez classique qui répond parfaitement aux exigences du référentiel ISO 9001. On retrouve le commercial, développement, conception, développement, les achats et la réalisation.
Bon, on constate aussi que c'est pas très personnalisé parce que je mets au défi quiconque ici de me dire de quelle entreprise ou de quel secteur dans quel secteur d'entreprise euh, de quel secteur d'entreprise il s'agit. Mais bon, peu importe, hein, mais la question qui se pose dans ce cadre, si pour les entreprises qui ont adopté ce type de cartographie ou de définition de processus, aujourd'hui, avec la version 2015, ça va être de dire, bon, ben, en quoi cette cartographie va pouvoir raconter ou se tenir ou servir de point d'appui pour illustrer ou pour développer la stratégie de l'entreprise. Donc, bon, c'est pas toujours évident, sauf dans quelques cas précis, comme je l'ai mentionné, si peut-être on est monoproduit, c'est possible que ça puisse marcher, mais dès qu'il y a des lignes de produits ou des segments de clients très différents, je doute que ce type de cartographie soit pertinent. Donc j'en suis arrivé à la conclusion que les processus de bout en bout, que ce soit par une logique produit, ligne de produit ou par segment de client, permettent davantage d'illustrer et de soutenir, d'accompagner les stratégies des entreprises. Et ça a le mérite aussi de revenir à l'essence de l'approche processus telle qu'elle nous a été présentée en version 2000, c'est-à-dire de mettre de la transversalité et de décloisonner un petit peu les silos qui se sont constitués au fil du temps au travers des différents services. Voilà, donc ça a ce mérite-là. Mais cependant, je me suis rendu compte aussi quand même que cette cartographie-là, par rapport à la précédente, n'est pas non plus très personnalisée et n'est pas de nature à remporter un enthousiasme délirant auprès des opérationnels dans quelque entreprise que ce soit. Bon, ça reste une vision un peu technique, technocratique ou un peu intellectuelle finalement de l'entreprise. Donc c'est là que j'ai eu l'idée d'intégrer la maille métier que j'évoquais au démarrage, en montrant, en intégrant dans la cartographie les différents métiers qui sont à l'œuvre dans la réalisation des affaires, des processus concernés ici PR1 ou PR2. Avec également donc le double, là il y a un double, il y a comment dire un double objectif. Le premier objectif, c'est de montrer, d'humaniser finalement, de montrer le rôle de l'humain et des métiers dans les cartographies, donc de pouvoir rapprocher, de favoriser l'appropriation par les personnes, que les personnes se reconnaissent effectivement dans leur cartographie. Et du coup, là, ça personnalise complètement les choses par rapport à chaque entreprise. Et puis le deuxième aspect, le deuxième objectif, c'est aussi de montrer la complémentarité entre deux logiques qui sont un petit peu, à mon avis, différentes. La logique processus, c'est une logique de flux, on le sait bien, de séquence, c'est dit dans la définition, et qui s'accompagne assez bien des procédures. Donc ça a son mérite, hein, il n'y a pas de souci. L'optimisation des flux, c'est un levier de performance. Sur ces approches-là, il y a des démarches d'amélioration que je suggère là par le PDCA, bah, pas de souci. Mais rien, en complément à cette logique-là, on sait bien que les personnes donc qui contribuent au processus ont des métiers et la logique métier ne se résume pas, ne se réduit pas à une logique procédurale. Être un professionnel, avoir de l'expérience dans son métier, c'est avoir accumulé un certain nombre de connaissances, d'expériences aussi, qui permettent face à une situation donnée non pas d'actionner directement la procédure numéro 1 ou numéro 2, mais de réfléchir et de manière associative
ou en fonction, de manière événementielle, de réagir en fonction de ce que l'on sait et trouver la bonne réponse, parfois dans une logique un petit peu complexe et non pas uniquement procédurale. Donc, le deuxième élément des processus de système dont je parlais au début, qui est donc le métier, pour moi est complètement complémentaire à l'approche processus, et tous les deux combinés participent à l'accompagnement de la performance de l'entreprise. Bien sûr, quand on a le processus comme ça représenté globalement par un chevron étiré, ça dit pas grand-chose des activités à l'intérieur, et c'est pas très précis. Donc la méthode se poursuit par l'établissement de schémas de flux. Ces schémas de flux, donc là, les métiers seront représentés en ligne, et dans le schéma, on voit les différentes activités qui sont réalisés par les différents acteurs, les différents métiers, et on peut symboliser aussi, comme je l'ai fait là par des petits rectangles gris, les principales informations qui sont échangées d'un acteur à l'autre. Et c'est sur ce schéma de flux que donc je propose aux entreprises d'articuler l'approche risque, par exemple, les risques liés aux différentes activités, on peut très bien utiliser des outils d'inspiration, un peu d'inspiration Amdec, il y a aucun souci à cela. C'est aussi à à partir de ce schéma de flux global, donc du processus de bout en bout, qu'il est possible d'articuler également des outils qui se développent aujourd'hui du type BPM, Business Process Management. C'est aussi possible sur ces schémas de flux d'articuler les outils peut-être un peu plus classiques que l'on regroupe dans les intitulés de type excellence opérationnelle ou Lean ou Six Sigma, etc. Donc ça a une compatibilité avec tous les outils terrain qui permettent d'améliorer, d'optimiser les activités et donc la performance. Justement, c'est une bonne transition pour parler de ce volet performance qui est introduit, en tous les cas le terme dans la version 2015. Le terme performance est défini de manière assez neutre et technique par résultat mesurable. Bon, la norme ne demande pas ne précise pas quelles sont les dimensions de la performance dans chaque entreprise. Les unités de mesure précises, bien entendu, c'est impossible vu la vocation universelle de l'ISO 9001. Donc ça sera à chaque entreprise de définir ses unités de mesure, mais dans le référentiel, il y a un certain nombre d'éléments de types de mesures qui sont indiqués, la satisfaction client, bien sûr, la conformité des produits et services, on retrouve là les deux éléments essentiels, mais aussi des évaluations sur l'efficacité des actions, sur la performance des fournisseurs, la performance des processus, on l'a un peu évoqué précédemment, et la performance globale également du système de management de la qualité, et sans que le terme évaluation soit utilisé pour les personnes, en filigrane et tel que les exigences sont formulées, on voit bien qu'il y a des évaluations à faire, que ce soit au niveau des compétences, voire des connaissances et la qualification des personnes. Donc tout ça génère un certain nombre de données. Mais là encore, le fait de mesurer, d'avoir des réponses donc individuelles à chacune de ces exigences ne va pas garantir la performance de l'entreprise. Pour qu'il y ait performance, encore faut-il qu'il y ait un pilotage de tout ça, une exploitation et des instances mises en place pour analyser, décider et mettre en place des plans d'action. Donc
C'est ce que je vous propose de voir maintenant. Donc déjà en termes de performance elle-même, le premier élément, le premier levier moyen de performance se réside dans l'approche processus, hein, avec le PDCA que j'ai représenté. Donc la définition des processus, leur mise en œuvre, définition avec prise en compte des risques, mise en œuvre, l'évaluation, les indicateurs de performance, les revues de processus éventuelles, et puis issus de ces revues de processus, des plans d'amélioration, donc qui permettent d'améliorer, de faire progresser les processus, et donc ça devient un vecteur important, un moyen important d'optimisation de la performance. Par analogie à ça, et avec le deuxième élément métier, l'idée et ce que je propose aux entreprises c'est de développer également un référentiel de pilotage au niveau des métiers, permettant, ayant pour finalité le développement du professionnalisme des personnes exerçant les métiers, le développement des compétences, le développement des connaissances, en s'appuyant sur des éléments déjà existants dans l'entreprise, souvent. Au niveau des métiers, rares sont les entreprises qui n'ont pas défini un minimum, leurs différents métiers ou leurs différentes fonctions au travers de fiches. Les conventions collectives aident aussi parfois. Il y a à minima aussi souvent des organigrammes qui précisent un certain nombre de choses. Donc là, l'idée est de regrouper des choses qui sont en partie existantes, de les compléter et de les inscrire dans une démarche d'amélioration comme on le fait, comme on peut le faire pour les processus. Donc ensuite, la mobilisation de tout ça dans l'exercice de son métier, et avec également éventuellement dans certains cas la prise en compte opérationnelle en temps réel des différents risques, éventuellement des opportunités aussi. Une étape d'évaluation avec des dimensions individuelles, comme ça existe à peu près partout, notamment incité par le Code du travail et les exigences législatives, mais aussi et peut-être surtout avec une dimension collective à laquelle la qualité peut apporter beaucoup et le faire développer avec des réunions de retour d'expérience de toute nature. Hein. Dans retour d'expérience, il y a aussi, ça peut être des réunions sur l'examen des dysfonctionnements, des non-conformités, enfin tout type de retour d'expérience qui permettent ensuite, par le partage, l'analyse que l'on en fait, d'enrichir les compétences, les connaissances des acteurs, éventuellement de capitaliser cela au travers de guides métiers et par la formation et la qualification, arriver à développer donc le professionnalisme, les compétences et les connaissances. Donc ça, c'est une manière aussi, vous voyez, de rattacher aussi les exigences. On a vu que les connaissances étaient une exigence nouvelle, un sujet nouveau à traiter. Eh bien, dans cette maille métier, on peut très bien intégrer ces choses-là. Et si on les met en cohérence tous ces éléments les uns avec les autres, on retrouve là un deuxième levier de performance tout à fait intéressant. Tout ça n'est pas suffisant. Souvent, dans l'entreprise, il y a des décisions qui sont à prendre à différents niveaux, à différents moments. Ça prévient pas, on peut pas tout planifier. C'est là aussi, il y a une logique événementielle. Et pour assurer la vie du système de management de la qualité, il suffit pas d'avoir des processus, il suffit pas d'avoir des métiers. Il faut aussi qu'entre les deux, il y ait toute la circulation d'informations se fasse et que les gens puissent prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc là, ce troisième élément de constitution du système qualité est basé là-dessus, donc dans la
définition pour chaque entreprise des différentes instances de pilotage et de décision dont elle a besoin, en s'assurant qu'effectivement les différents sujets sont traités au bon niveau, avec les horizons temporels adéquats, et également avec des périodicités quand la notion de périodicité est pertinente. Donc, par exemple, pour illustrer, à partir de l'opérationnel, bon, des réunions d'équipe ou retour d'expérience, peu importe ou point qualité, peu importe comment on les nomme, qui bouclent avec ce qu'on vient de voir précédemment sur le PDCA métier et qui permettent d'échanger, de partager et d'enrichir les personnes concernées dans leur pratique pour faire mieux la prochaine fois. On retrouve là aussi sur la partie opérationnelle les réunions de coordination, là je l'ai appelé comme ça, parfois c'est appelé réunion de production ou réunion de planification. Donc quand il n'y a qu'une instance dans une entreprise, en général c'est celle-là qui existe parce qu'elle est indispensable, c'est celle qui permet d'une semaine sur l'autre de savoir, d'organiser un minimum et savoir ce qu'on va produire. Donc ça, je n'ai jamais rencontré une entreprise, quel que soit son niveau de maturité managériale ou qualité, qui n'ait pas ce type de réunion, ce type d'instance. Mais souvent, parfois, justement, ce qui se passe, c'est que celle-ci existe et comme ce sont à peu près les mêmes personnes qui doivent assurer également les autres types de décisions, eh bien, ils choisissent pour limiter le nombre de réunions, ils choisissent de tout traiter dans la même réunion. Et quand on veut traiter l'opérationnel, l'organisationnel et du stratégique dans une même réunion, ben en fait, on traite pas grand-chose et c'est souvent l'opérationnel qui l'emporte parce que derrière l'opérationnel, il y a une commande client, il y a un client qui est pressé, il y a peut-être du retard, etc. Et finalement, on néglige souvent les autres éléments. Et là, donc l'idée, c'est de ne rien négliger et d'habituer les entreprises de manière construite. Hein. Donc c'est le troisième élément constitutif du système de management de la qualité, systématiser, faire prendre l'habitude de traiter les différents sujets au bon niveau et au bon moment. Tout ça, bien sûr, nécessite un pilote global et ça nous amène donc à la notion de leadership et de responsabilité de la direction. Et il est intéressant de voir que l'évolution qu'ont pris les exigences relatives à la responsabilité de la direction depuis la première version de l'ISO 9001 jusqu'à la version 2015. Donc rien que par le volume, la représentation illustrée, on voit qu'en version 2015, on demande davantage encore, il y a plus de choses qui sont mises sur les épaules de la direction. Depuis le leadership, on l'a évoqué, la responsabilité de l'efficacité globale du SMQ avec la suppression de l'exigence de nomination d'un représentant de la direction. Au niveau de la politique qualité aussi, c'est pas une exigence nouvelle, mais ce qui est nouvelle, c'est la politique qualité qui soutient les orientations stratégiques. C'est aussi au niveau de la direction qu'on voit l'exigence sur l'articulation du SMQ au processus métier. On sait aussi à ce niveau qu'il y a une notion de promotion des différentes approches mises en œuvre, de l'encouragement, du soutien. Là, on voit un peu la mise à niveau de l'ISO 9001 par rapport aux pratiques managériales actuelles. Et donc l'importance que revêt l'importance de l'implication de la direction, mais aussi l'importance qu'il y a à ce que la direction soit bien informée des évolutions du référentiel, parce qu'il y a forcément quelques choix à faire à son niveau pour définir quel type de migration il va demander pour l'entreprise. Donc ça nous emmène effectivement au dernier volet qui sont les conseils de mise en œuvre.
Premier conseil, la façon dont je pratique, hein, en tous les cas, c'est démarrer par une sensibilisation, notamment au niveau de la direction et au niveau des responsables de service et pilotes de processus, pour qu'ils soient bien informés du changement. Alors, je sais pas si on peut parler de changement de modèle, mais quand même des orientations nouvelles et qu'ils prennent déjà dès le démarrage des décisions sur le type de migration, comme je le disais, qu'ils souhaitent. On peut le faire plus ou moins approfondi, on peut profiter de cette version 2015 pour s'interroger sur le système existant et du coup avoir un plan d'action peut-être un peu plus long, plus approfondi, mais qui potentiellement pourra apporter beaucoup plus de bénéfices à l'entreprise, ou bien on peut faire le choix d'une migration plus légère. Mais en tous les cas, il faut le faire en connaissance de cause. Et ensuite, ce que je pratique, c'est une démarche qui part de l'évaluation de l'existant. Donc ça, c'est vrai que l'entreprise soit déjà certifiée ou pas. Donc un PDCA, mais en partant du check, donc évaluation de l'existant, quels sont les points forts de l'organisation de l'entreprise ou de la démarche qualité, quels sont également ces points faibles qui doivent être améliorés. Une fois qu'ils sont identifiés, on intègre dans le plan d'action les exigences nouvelles du référentiel avec le niveau d'approfondissement choisi, et puis on met en place et puis on fait tourner, on continue à faire tourner la boucle d'amélioration. Et conjointement à ça, cette démarche que j'ai nommée démarche de travail inductive, on l'applique aux différents niveaux qui sont opérations, processus et direction, et donc en combinant avec des allers-retours top-down et bottom-up, hein, montant et descendant. Et ça, c'est une particularité peut-être de la version 2015, davantage que les précédentes. Il y a du travail à faire à tous les niveaux, là où précédemment peut-être la direction était un tout petit peu moins sollicitée. Donc voilà pour ces quelques conseils. Il me reste à vous remercier pour votre attention. J'espère que j'ai pas trop débordé. Donc si vous souhaitez suivre un petit peu nos travaux, nos réflexions, nos actions aussi, nos concrétisations, voici, donc je vous donne le site, l'adresse du site du groupement Performance Qualité TPE PME. Donc je rappelle le livre blanc qui paraîtra la semaine prochaine, téléchargeable sur le site technique de l'ingénieur. Et puis je vous informe également que je propose des formations sur 2 jours pour permettre aux participants de s'approprier l'ensemble des outils. Je vais pas présenter, j'ai pas aujourd'hui tous les outils, mais donc une appropriation de l'ensemble des outils pour déployer la démarche que j'ai présentée. Donc 2 formations en mai au Havre et en juin à Paris, dont vous trouverez toutes les informations pratiques d'inscription, programme, etc. sur le site Performance Qualité TPE PME. Voilà, merci bien et puis place aux questions si vous voulez bien. Merci Oleg pour cette présentation. On a eu de très nombreuses questions en amont et pendant la présentation, donc je vais vous en soumettre quelques-unes, Oleg. On va essayer d'aller assez vite dans les réponses pour pouvoir traiter le maximum de questions possibles. Alors, il y a certaines Ouais. questions qui ont déjà eu une réponse partielle pendant la présentation, mais voilà, on y va. Ouais, oui, allez-y, Donc, pas de souci. alors, pratiquement, par quoi commencer pour... Alors non, j'avais un petit commentaire qui était assez positif. Enfin, l'ISO 9001 devient un outil de pilotage de l'entreprise et non plus un frein documentaire. Je trouvais que c'était D'accord, intéressant à merci. souligner. Oui, Donc merci. pratiquement, par quoi commencer pour basculer vers la version 2015? Analyse des attentes des parties intéressées, puis analyse de risque par processus. Est-ce le bon déroulement? C'est une question intéressante. C'est une possibilité. Moi,
si ma préférence, je reviens sur ce petit graphique. Je commence par faire l'analyse de l'existant. Et ce n'est que après, alors du coup, quand on fait l'analyse de cet existant, on s'aperçoit souvent que sur le plan opérationnel, il y a des choses encore qui sont améliorables dans l'entreprise. Donc on y travaille. Et ça, de toute façon, quel que soit le contexte, quelles que soient les parties intéressées, bon, on connaît ses points faibles et ces points faibles vont demeurer, etc. Donc il y a un double travail entre l'existant, l'opérationnel, et c'est représenté aussi sur la petite image à côté, et les éléments plus stratégiques pris en compte, etc. Donc, et pour répondre, je dirais aussi que je pense que la démarche est itérative, c'est-à-dire elle n'est pas séquentielle. La norme est séquentielle parce que c'est un texte et on ne peut pas faire autrement, mais la mise en œuvre, elle est plutôt itérative. Donc oui, on peut faire un petit peu de reconnaissance du contexte de l'entreprise au démarrage, et puis on enchaîne sur du processus ou de l'opérationnel, sachant que de toute façon, 15 jours ou 3 semaines ou 2 mois après, on va revenir au niveau global et faire un complément ou un approfondissement par rapport à ce qu'on a déjà fait. Donc, je suis pas partisan, je crois pas à l'approche séquentielle, je crois plus à l'approche itérative. D'accord, d'accord. Je sais pas si Euh, j'ai répondu, mais oui, oui. Euh, Peut-on exclure des chapitres de la norme 9001 version 2015? des chapitres, ça me paraît beaucoup. Des exigences, oui, sûrement, c'est ce que la personne a dû vouloir dire. Oui. Oui, si elles sont pas applicables, il n'y a pas de souci. On explique pourquoi elles sont pas applicables et puis voilà quoi. Il y a pas ça, ça n'a pas changé. Là, il y a la règle. La règle, c'est qu'on ne peut pas exclure quelque chose, une activité, une exigence et donc une activité dans l'entreprise qui remettrait en cause la maîtrise de cette entreprise sur l'ensemble de la chaîne de réalisation. Voilà, sur la chaîne de réalisation ou sur l'ensemble de ses responsabilités. La règle, c'est à peu près celle-là. C'est-à-dire que, mais l'entreprise qui effectivement ne fait pas de conception, pour prendre un exemple bateau, ben, bien sûr qu'elle va exclure, elle va dire que les exigences de conception ne lui sont pas applicables. Mhm. D'accord. Alors, il y avait encore des questions là. On va faire les questions à propos de la direction. Comment motiver la direction à manager le SMQ si celle-ci ne vient pas aux réunions, ne prend pas de décision? Comment faire bouger les choses? Ben justement, dans l'approche, quand je mets en place les démarches qualité, eh ben, je constitue un groupe de direction et je leur affecte du travail. Donc, ils ne peuvent pas ne pas venir aux réunions puisqu'ils ont du travail à faire. Ou alors on arrête la démarche. Voilà, c'est Euh, aussi simple que ça. d'accord. Euh, alors j'avais une question là sur les analyses de processus. Je souhaiterais avoir des exemples concrets sur les trois niveaux de l'analyse des risques et opportunités, global, processus, opérationnel. Oui, ben, il faut venir à mes formations alors. Non, je peux pas répondre comme ça. Euh, des exemples concrets, non, c'est un peu trop difficile dans C'est le trop cadre vague. de cette. Oui, ben, disons, ben, je vais pas montrer, aller dans ma base de données, sortir des nouveaux exemples, les expliquer. On en a pour une demi-heure, trois quarts d'heure, voire plus. C'est pas adapté. Euh, tout ce que je peux dire pour quand même répondre un peu, c'est au niveau opérationnel, mais par exemple en conception, ou un nouveau projet, on peut très bien trouver une AMDEC projet. Donc voilà, analyse des risques projet, on est à l'opérationnel. L'analyse des risques au niveau processus,
c'est plus du type, bon, il y a des activités, certaines activités sont plus risquées que d'autres, quels sont les moyens de maîtrise que l'on met en place, soit par exemple des procédures complémentaires, est-ce qu'on met du contrôle, ou quels moyens on se donne pour mieux maîtriser l'activité et l'interaction avec les activités suivantes. Et au niveau direction, les risques, c'est tout simplement les risques globaux ou opportunités qui se résument au travers du terme enjeu. Les enjeux, c'est enjeux et risques et opportunités au niveau global. Pour moi, c'est synonyme. D'accord, d'accord. Euh, Alors une autre question. L'approche processus est de nature transversale. Cependant, Hmm. d'un point de vue pratique, quand on essaie de monter une cartographie, on se retrouve toujours dans une logique fonctionnelle. Chaque processus n'est en fin de compte qu'un département. Comment surmonter cette difficulté pratique? En mettant en place des processus de bout en bout, comme je l'ai montré, et en montrant l'intérêt qu'il y a à réaliser ces processus de bout en bout. Et jusqu'à présent, sincèrement, notamment les directions d'entreprise, plus que effectivement parfois l'échelon, les responsables de service, les directions d'entreprise accrochent très très bien à ça, parce qu'elles voient un direct avec la stratégie, parce que la direction d'entreprise enfin, ces stratégies, elle les développe pas par service, elle a une vision Mhm. globale et transversale, plus ligne de produit, plus client, etc. Donc, faites-le, testez-le, vous verrez au niveau des directions d'entreprise, des directeurs, ça percute très bien. Et après, ça n'empêche dans les opérations, il y a toujours des activités opérationnelles. En gros, elles ont pas trop, elles changent pas, hein. C'est une modélisation. Et comme tout modèle, il est là pour rendre compte d'une certaine réalité, et il est là surtout pour piloter les activités. Donc c'est un modèle de pilotage. C'est pas avec les processus de bout en bout que directement on se met à fabriquer des produits, hein, bien entendu. D'accord. Il est midi 2, on va encore prendre 4 ou 5 questions. On va pousser jusqu'à midi Mhm. 10. Question un peu plus générale, la certification d'une entreprise est-elle forcément un gage de performance pour l'entreprise? Euh, un gage de performance pour l'entreprise, ben, ça dépend comment elle a construit son système, j'ai envie de dire, hein. Si elle l'a construit effectivement pour que le système soutienne sa performance, oui, ça va l'aider, c'est évident. Mais si elle a construit son système pour juste répondre aux exigences du référentiel, il y a peu de chances, enfin c'est moins évident que ce soit un gage de performance. C'est pas automatique. Non. Une analyse de type SWOT, SWOT, du processus est-elle suffisante pour répondre à l'analyse du risque exigée par la norme version 2015? Je suis pas un spécialiste du SWOT, euh, je le confesse. Euh, ce que j'ai compris du SWOT, c'est que c'est une grille d'analyse permettant d'aider à la définition d'une stratégie. Voilà, moi c'est comme ça que j'avais intégré ça quand il y a une vingtaine d'années j'ai fait connaissance avec le SWOT. Et pour moi, la définition de la stratégie est en amont du SMQ. Donc c'est un outil utilisable par la direction pour clarifier sa stratégie, certes, mais sincèrement, dans le cadre du système de management de la qualité, j'en vois pas l'utilité. Moi, je l'utilise pas. Dans les outils que je mets en place, une fois que je prends la stratégie telle qu'elle est définie par l'entreprise et après je la déploie dans le système de management de la qualité, eh bien, dans ce déploiement, je n'utilise pas le SWOT. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas utilisable, hein. D'accord. Dans la norme, il y a une notion de conception en tant que processus, on en a parlé. Est-ce que nous sommes obligés de l'intégrer en tant que processus clé?
Ah oui, c'est une question intéressante là. Enfin, toutes les questions étaient intéressantes, mais celle-là, elle est particulière. Elle m'est chère parce qu'elle m'a pas mal fait réfléchir aussi. Alors effectivement, dans le chapitre 8, il n'y a que pour la conception, donc le 8.3, où la norme emploie le mot processus. Pour tous les autres paragraphes, vous constaterez que le mot processus n'est jamais employé. Alors moi, j'attribue ça non pas au fait que ce soit l'obligation de faire un processus au sens processus du SMQ avec toutes les exigences du 4.4. Là, je parle à des spécialistes, j'espère que les autres, s'il y en a, m'en voudront pas. Mais c'est plus un problème de traduction ou de polysémie, parce que le mot processus, c'est un mot de la langue courante, et des fois, on l'emploie dans un sens tout à fait courant, notamment dans la version anglaise, enfin, oui, anglaise, en langue anglaise, et parfois, on l'emploie aussi dans le sens processus du SMQ. Alors, pour moi, dans le 8.3, c'est pas employé dans le sens processus du SMQ. Cependant, enfin, et en plus de ça, il peut y avoir aussi, il y a un truc qui est intéressant à regarder, c'est la note, une note dans la définition de processus dans l'ISO 9008, l'ISO 9000, qui dit que des processus consécutifs, plusieurs processus consécutifs, peuvent être considérés comme un seul processus. Et moi, cette note, elle m'a fait beaucoup plaisir parce qu'elle valide en quelque sorte l'approche, elle donne un élément de justification à mon approche de processus de bout en bout. Parce que dans le processus de bout en bout, effectivement, on peut le voir comme la juxtaposition d'anciens processus définis comme on avait l'habitude de les définir. Et là, du coup, le processus conception se retrouve intégré dans quelque chose de plus large que lui. Et ça, c'est tout à fait licite. Voilà. D'accord, d'accord. On va prendre peut-être encore deux questions. Il y avait une question sur une partie de la présentation du support, page 14. Alors je sais pas, on peut peut-être retourner page 14, Olek. C'est de la page sur la performance avec la liste des Mmh, évaluations. mmh, Voilà. Et mmh. c'était à propos de la dernière phrase entre parenthèses. Voilà, la question était plutôt sur peut-on préciser cette Quel est le phrase et sens? quel est le sens de Oui. cette phrase exactement? Voilà. Alors le sens de cette phrase, c'est qu'une démarche qualité, l'entreprise génère beaucoup de données, génère des données, et c'est à partir de ces données que l'on va analyser la performance existante et que on va décider d'actions pour améliorer la performance. On a pris l'habitude dans les systèmes de management qualité existants avec les indicateurs processus, donc de créer des indicateurs objectifs qualité, indicateurs qualité. Et cette petite phrase incite à réfléchir au fait que euh, il est peut-être intéressant d'arrêter, oui, dans quelque sorte, de créer des indicateurs qualité, mais plutôt d'analyser les données existantes et importantes de l'entreprise sous un angle qualité, ce qui est un peu différent. Alors, dans le livre blanc, vous verrez, je donne un exemple très précis là-dessus, à partir de données économiques de l'entreprise, parce que les données économiques sont quand même sont très importantes et c'est par elles, c'est un élément de mesure de la performance. Et ces données économiques peuvent être analysées d'un angle purement financier ou peuvent être analysées également sous un angle qualité. Hein, quand on regarde la rentabilité par affaire ou etc., etc., on peut regarder ça sous l'angle financier, mais aussi sous un angle qualité, notamment autour de la variabilité entre la réalisation et la prévision. Et là, on reboucle un petit peu, même si la donnée est financière, quelque part, on peut faire de l'analyse statistique et du Six Sigma sur des résultats financiers et voir l'étendue de la variabilité moins cette étendue est grande et plus la maîtrise de l'entreprise est forte et voilà. Donc c'est ça que souligne cette dernière phrase. D'accord.
Une dernière question. Hmm. Est-ce que le fait que la nouvelle version ISO 2000, 9001-2015 supprime le représentant de la direction implique que tous les RMQ vont se retrouver au chômage? Ben, je ne le pense pas, non, bien sûr que non. Et pour boucler avec avec le contenu de la présentation, j'ai envie de dire que responsable qualité, c'est pas le terme responsable qualité, c'est une fonction. Je pense que les métiers qualité vont demeurer, bien entendu, et il faut qu'ils se développent. Et des métiers qualité, il y en a plusieurs. Auditeur qualité, c'est un métier. Qualité fournisseur, il y a des métiers. Qualité produit, il y a des métiers qui sont nécessaires. Et qualité système, il y a des métiers peut-être à créer, à développer également. Et voilà. Donc moi je le mettrais plus dans une, voilà, je regarderais plus du côté des métiers, la fonction responsable, qualité. Je pense sincèrement oui qu'elle va diminuer, mais pas, mais il y a d'autres métiers à créer et à développer autour de la qualité, bien entendu. Très bien. Voilà. Merci, Oleg. Merci. On va Ben s'arrêter de là rien. pour les Ok. questions. Alors là, j'ai une question qui arrivait. À quand une initiative similaire pour le référentiel ISO 14001 version actualisée? Eh bien, on va y réfléchir. Voilà, tout à Euh, fait. on va y réfléchir. Oleg, je vous remercie pour la Oui. présentation et toutes les réponses que vous avez faites à ces questions. Voilà, j'espère que tous les participants étaient satisfaits de cette présentation. C'est l'impression que j'ai en voyant les commentaires. Donc je vous remercie tous. Je vous rappelle que l'enregistrement de cette conférence sera disponible pardon, sur le site internet des techniques de l'ingénieur dès la semaine prochaine et que le livre blanc ISO 9001 version 2015 sera disponible en téléchargement gratuit sur le site des techniques de l'ingénieur dès ce lundi. Voilà, Oleg, merci et à Merci bientôt à vous tous. pour une prochaine conférence. Avec plaisir. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.